Entré en trombe au théâtre, Ivan Andreïevitch parcourut instantanément du regard toutes les loges du deuxième balcon et, consternation, son cœur défaillit. Elle était là, elle était dans la loge. Il y avait là aussi le général Polovitsyn avec son épouse et sa belle-sœur. Il y avait aussi l'aide de camp du général, un jeune homme extraordinairement adroit. Il y avait encore un civil. Ivan Andreïevitch tendit toute son attention, toute son acuité visuelle, mais consternation, le civil se cacha traîtreusement derrière l'aide de camp et demeura dans les ténèbres de l'anonymat. Elle était ici, et cependant ce n'était pas du tout ici qu'elle avait dit aller. C'est justement cette duplicité que depuis un certain temps manifestait à chaque pas Glafira Pietrovna qui tuait Ivan Andreïevitch. Et c'est justement ce jeune civil qui le jetait enfin dans le plus complet désespoir. Il se laissa tomber dans son fauteuil, tout à fait abattu. À quoi bon, semblait-il? Le cas était des plus simples. Il convient de noter qu'Ivan Andreïevitch occupait un fauteuil juste devant une baignoire et qui plus est, la perfide loge du deuxième balcon se trouva être précisément au-dessus de son fauteuil, en sorte qu'à son immense désappointement, il lui était absolument impossible d'observer ce qui se passait au-dessus de sa tête. Aussi enrageait-il et bouillait-il sur place comme un samovar. Tout le premier acte passa pour lui inaperçu. Je veux dire qu'il n'en perçut pas une traître note. On dit que la vertu de la musique est qu'on peut accorder les impressions qu'elle procure au diapason de n'importe quel état d'âme. Un homme joyeux trouvera dans les sons la joie, un chagriné le chagrin. Aux oreilles d'Ivan Andreïevitch, c'est un ouragan qui hurla. Pour mettre le comble à son humeur, derrière, devant, à droite et à gauche, vociféraient des voix si effrayantes qu'Ivan Andreïevitch sentait son cœur près d'éclater. Enfin, l'acte se termina. Mais à la minute même où tombait le rideau, il arriva à notre héros une aventure que nulle plume ne saurait décrire. Il advient parfois que du haut des loges de balcon choit un programme. Quand la pièce est ennuyeuse et que les spectateurs bâillent, c'est tout un événement. Ceux du paradis, surtout, observent avec intérêt le vol plané de ce léger papier et trouve du plaisir à suivre ses évolutions en zigzag jusqu'au fauteuil d'orchestre, où il ne manque jamais de se poser sur une tête nullement préparée à cette visite. Il est effectivement très curieux de voir la confusion de cette tête, car elle ne manque jamais d'être prise de confusion. Quant à moi, j'ai toujours peur aussi pour les jumelles de dames si fréquemment posées sur la bordure des loges. J'ai toujours l'impression qu'elles vont d'un instant à l'autre tomber sur une tête non préparée à cette rencontre. Mais l'aventure qui arriva à Ivan Andreïevitch n'a jusqu'à présent été décrite nulle part. Ce qui tomba sur sa tête, ce ne fut pas un programme. J'avoue que je me fais même conscience de dire ce qui lui tomba sur la tête, car il est réellement quelque peu désobligeant de faire savoir que sur le chef respectable et dénudé, c'est-à-dire partiellement privé de cheveux, d'un homme jaloux et exaspéré comme Ivan Andreïevitch se posa un objet aussi immoral que, disons le mot, un parfumé billet doux. En tout cas, le pauvre Ivan Andreïevitch, nullement préparé à cette visite impromptue, sursauta comme s'il avait reçu sur le crâne une souris ou je ne sais quel autre animal sauvage. Que le billet était de contenu amoureux, on en pouvait douter.
Il était écrit sur une feuille parfumée, exactement comme le sont les messages d'amour dans les romans, et réduit par pliage à un format perfidement minuscule, de manière à pouvoir se dissimuler dans un gant de dame. Il était tombé, probablement par hasard, au moment même de la transmission. On avait dû, par exemple, demander le programme, et déjà le billet était lestement glissé dans le dit programme, lequel repassait aussitôt dans certaines mains. Mais une seconde avait suffi, peut-être un heurt involontaire de l'aide de camp, lequel s'était avec une extraordinaire adresse excusé de sa maladresse, pour que le billet échappât à une petite main tremblante d'émotion, et pour que le jeune civil, tendant déjà des doigts impatients, reçût soudain, en guise de billet doux, un simple programme dont il se demandait bien que faire. Incident bizarre et désagréable, j'en suis d'accord, mais avouez vous-même qu'il était pour Ivan Andreïevitch encore plus désagréable. Prédestiné, murmura-t-il, pris d'une sueur froide et serrant le billet dans sa paume. Prédestiné. La balle trouve le coupable. Mais il peut bien encarillonner des choses dans une tête abasourdie par un aussi soudain événement. Ivan Andreïevitch restait médusé dans son fauteuil et, comme on dit, ni mort ni vif. Il était persuadé que son aventure avait été remarquée de toutes parts, bien que commençât à ce moment même, dans toute la salle, le brouhaha de l'entracte et des rappels de la cantatrice. Il était assis aussi confus, aussi emporpré, et n'osant lever les yeux, que s'il lui était arrivé quelque brutal désagrément, quelque incongruité dans une belle et nombreuse société. Il se décida enfin à lever les yeux. Je laisse maintenant la décision à mes lecteurs eux-mêmes, et je les prie d'arbitrer entre Ivan Andreïevitch et moi. Trouve-t-il qu'il avait raison à cette minute ? Un grand théâtre, comme on sait, comprend 4 balcons de loge, plus un 5e balcon, la galerie. Pourquoi prendre pour acquis que le billet était justement tombé d'une certaine loge, justement de celle-là, et non d'une autre, fût-ce par exemple du 5e balcon, où il y a bien aussi des dames. Mais la passion est chose exclusive, et la jalousie la plus exclusive de toutes les passions du monde. Ivan Andreïevitch se précipita au foyer, se plaça sous une lampe, brisa le cachet et lut. Ce soir, après le spectacle, rue des Pois, au coin de la ruelle X, maison K, au 2e étage à droite. Entrez par la porte cochère. Sois-y sans faute, je t'en prie. Ivan Andreïevitch ne reconnut pas l'écriture, mais il n'y avait pas de doute. C'était un rendez-vous. La pincer, la prendre sur le fait et enrayer le mal à son début. Telle fut la première idée d'Ivan Andreïevitch. Il fut tenté de démasquer la coupable sur le champ et ici même. Mais comment ? Durant tout le second acte, il courut de corridor en corridor et ne trouva nulle part la tranquillité d'esprit. Enfin, retentirent de frénétiques vociférations et applaudissements. La représentation était terminée. L'idée lui était maintenant venue de ce qu'il allait faire. Il enfila sa veste fourrée et se rendit à la rue des Pois, afin d'y surprendre, pincer et démasquer. Il eut au fait de trouver la maison et s'engageait déjà sous la porte cochère quand soudain, littéralement à sa barbe, se faufila la silhouette d'un élégant personnage en par-dessus qui le dépassa et s'élança dans l'escalier vers le 2e étage. Ivan Andreïevitch eut l'impression que c'était bien son beau garçon de tout à l'heure,
bien qu'il n'eût pas pu alors distinguer son visage. Le cœur lui défaillit. Le beau garçon l'avait déjà devancé de 2 paliers. Il entendit enfin s'ouvrir une porte au 2e étage, et elle s'ouvrit sans coup de sonnette, comme si l'arrivant avait été attendu. Le jeune homme s'engouffra dans l'appartement. Ivan Andreïevitch parvint au 2e étage, alors qu'on n'avait pas encore refermé la porte. Il fut pour s'arrêter devant la porte, peser un peu plus mûrement sa démarche, hésiter un tantinet, et ne se résoudre qu'ensuite à quelque chose de très décisif. Mais à cette minute même retentit le roulement d'un coupé à la porte cochère. Une portière s'ouvrit et se referma avec bruit, et des pas lourds commencèrent, avec gênement et tout sautement, leur ascension vers un étage supérieur. Ivan Andreïevitch, pris de panique, ouvrit la porte et fit son entrée dans l'appartement avec toute la solennité d'un mari outragé. Une femme de chambre s'élança à sa rencontre, toute bouleversée, puis parut un homme. Mais arrêter Ivan Andreïevitch était hors de toute possibilité. Il pénétra comme une bombe à l'intérieur. Ayant traversé 2 pièces obscures, il se trouva dans une chambre à coucher devant une jeune et jolie dame qui, toute tremblante d'effroi, le regardait avec une véritable épouvante, comme ne comprenant pas ce qui se passait autour d'elle. À l'instant même, des pas lourds se firent entendre dans la pièce voisine, se dirigeant droit vers la chambre à coucher, les mêmes pas qui venaient de monter l'escalier. « Dieu, c'est mon mari !» s'écria la dame en joignant les mains et en devenant plus blanche que son peignoir. Ivan Andreïevitch sentit qu'il était tombé à côté, qu'il était en train de commettre une sotte et puérile algarade, qu'il avait mal pesé sa démarche, qu'il n'avait pas suffisamment hésité dans l'escalier. Mais il était trop tard. Déjà la porte s'ouvrait, déjà un homme pesant, en juger par la lourdeur de ses pas, allait entrer dans la chambre. Je ne sais pas pour qui se prit Ivan Andreïevitch à cette minute. J'ignore ce qui l'empêcha d'attendre de pied ferme le mari, de lui expliquer qu'il avait fait un pas de clair, d'avouer qu'il avait inconsciemment agi de la manière la plus inconvenante, d'en demander pardon et de s'éclipser, sans grand honneur certes, sans gloire certes, mais au moins loyalement et franchement. Non, une fois de plus, Ivan Andreïevitch se conduisit comme un gamin, comme s'il se croyait un Don Juan ou un Lovelace. Il commença par se dissimuler derrière les rideaux du lit, puis, perdant toute présence d'esprit, il se laissa tomber à terre et stupidement se fourra sous le lit. L'effroi était plus fort en lui que la raison, et Ivan Andreïevitch, lui-même mari outragé, ou qui au moins se croyait tel, ne put supporter l'idée de se trouver nez à nez avec un autre mari qu'il craignit sans doute d'outrager par sa présence. Quoi qu'il en soit, le voilà sous le lit, bien incapable de comprendre comment il en est arrivé là. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que la dame n'avait fait aucune opposition. Elle n'avait pas crié en voyant ce monsieur d'un certain âge, au très étrange comportement, chercher asile dans sa chambre à coucher. Elle était de toute évidence tellement épouvantée qu'elle en avait perdu la voix. Le mari entra, soufflant et geignant, dit bonjour à sa femme d'une voix chantonnante et tout à fait sénile, et se laissa tomber dans un fauteuil comme s'il venait de coltiner un ster de bois. Il fut pris d'une toux sèche et prolongée. Ivan Andreïevitch, métamorphosé de tigre furibond en agneau effarouché et pelotonné comme la souris devant le chat, osait à peine respirer de terreur,
bien qu'il pût savoir de sa propre expérience que tous les maris bafoués ne mordent pas. Mais cela ne lui vient pas à l'esprit, soit faute d'imagination, soit par quelque autre inhibition. Prudemment, tout doucement, à tâtons, il commença à s'arranger sous le lit pour au moins s'y mettre plus à l'aise. Et quelle fut alors sa stupeur en palpant de la main un objet qui, à son immense surprise, bougea et le saisit à son tour par la main. Il y avait sous le lit un autre homme. « Qui est là ?» souffla Ivan Andreevitch. « Restez tranquille et taisez-vous, maintenant que vous avez fait la gaffe, » chuchota l'étrange inconnu. « Tout de même, fermez-la. » Et l'intrus, car il suffisait bien d'un sous le lit, l'intrus serra dans son poing la main d'Ivan Andreevitch, au point que celui-ci faillit crier de douleur. « Cher monsieur, chut, ne m'écrasez pas la main comme ça, ou je crie. Allez-y, criez, essayez. » Ivan Andreevitch rougit de honte. L'inconnu était brutal et en colère. Peut-être était-ce un homme qui avait plus d'une fois subi les atteintes du sort et qui plus d'une fois s'était trouvé dans des situations inconfortables. Ivan Andreevitch, lui, était novice. Il étouffait d'inconfort. Le sang lui battait aux tempes. Mais il n'y avait rien à faire. Il fallait rester à plat ventre. Ivan Andreevitch se soumit et fit silence. « Je viens, chérie, commença le mari, de chez Paul Ivanitch. Nous avons fait une préférence, et puis... Il fut pris d'une quinte de tout. Et puis, le bas du dos... Bon sang. Et le petit vieillard s'abîma dans sa toux. Le tout s'est mis, put-il enfin articuler, les yeux pleins de larmes. Le bas du dos s'est mis à me faire mal, maudites hémorroïdes, à ne pouvoir rester ni debout, ni assis, et il semblait que la toux qui recommençait devait avoir beaucoup plus longtemps à vivre que le petit vieillard affligé de cette toux. Le pauvre homme tentait de bredouiller quelque chose dans les moments de rémission, mais il était impossible de rien y démêler. « Cher monsieur, pour Dieu, poussez-vous un peu, » chuchota le malheureux Ivan Andreevitch. « Et où, s'il vous plaît? Pas de place. » « Pourtant, vous avouerez que je ne peux pas rester ainsi. C'est bien la première fois que je me trouve dans une aussi détestable position. Et moi dans un si désagréable voisinage. Tout de même, jeune homme, la ferme. La ferme? Vous vous conduisez tout de même avec une extraordinaire impolitesse, jeune homme. Si je ne me trompe, vous êtes encore très jeune. Je suis bien plus âgé que vous. La ferme. Cher monsieur, vous vous oubliez. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Un monsieur à plat ventre sous un lit. Mais ce qui m'a amené ici, moi, c'est l'imprévu, une erreur, tandis que vous, si je ne me trompe, c'est l'immoralité. Voilà en quoi vous vous trompez. Cher monsieur, je suis plus âgé que vous dis-je. Cher monsieur, sachez que nous sommes ici sur le même bateau. S'il vous plaît, ne m'empoignez pas la figure. Cher monsieur, je ne distingue rien. Excusez-moi, mais il n'y a pas de place. Pourquoi êtes-vous si gros? Dieu, je n'ai jamais été dans une position aussi humiliante. En effet, on ne peut pas se vautrer plus bas. Cher monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais moi, je suis ici par suite d'une erreur, et non de ce que vous pensez.
Je n'aurais strictement rien à penser de vous si vous n'étiez pas si encombrant. Mais fermez-la, enfin. Cher monsieur, si vous ne vous poussez pas un peu, je vais avoir un coup de sang. Vous répondrez de ma mort, je vous assure. Je suis un homme honorable, je suis un père de famille. Je ne peux tout de même pas rester dans une pareille posture. C'est vous-même qui vous y êtes fourré. Soit, bougez, vous voilà de la place. Je ne peux pas davantage. Généreux jeune homme, cher monsieur, je vois que je vous jugeais mal, dit Ivan Andreevitch dans un élan de gratitude pour la place qui lui était cédée et en détendant ses membres engourdis. Je comprends l'inconfort de votre situation, mais que faire? Je vois que vous pensez mal de moi. Permettez-moi de me relever dans votre opinion. Souffrez que je vous dise qui je suis. Je suis venu ici contre mon gré, je vous assure. Je ne suis pas venu pour ce que vous pensez. J'ai une frayeur épouvantable. Mais enfin, vous tairez-vous. Ne comprenez-vous pas que si on nous entend, ça ira mal? Chut, le voilà qui parle. En effet, la quinte de toux du vieillard semblait sur le point de passer. Alors voilà, chérie, râlait-il de sa voix la plus lamentable. Alors voilà. Et malheur, Fiedossiev Ivanovitch m'a dit: vous devriez essayer de boire de l'infusion de joue-barbe. Tu entends, chérie? J'entends, mon ami. Bien, alors dit comme ça, vous devriez essayer de la joue-barbe. Alors je lui dis: je me suis fait mettre les sangsues. Mais lui alors, non, Alexandre Demionovitch, la joue-barbe vaut mieux. Elle décongestionne, je vais vous dire. Oh mon Dieu, qu'en penses-tu, chérie? Oh Seigneur. Alors peut-être la joue-barbe vaut mieux, non? Je pense que ce ne serait pas mal d'essayer, dit l'épouse. Oui, ce ne serait pas mal. Qui sait, me dit-il, vous avez peut-être de la phtisie? Mais je lui dis: de la goutte et de l'inflammation d'estomac. Mais lui: peut-être aussi de la phtisie. Qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu, chérie, si c'était de la phtisie? Ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous dites là? Eh oui, de la phtisie. Mais tu ferais bien, chérie, de te déshabiller, de te mettre au lit. Ah, oui, j'ai un rhume de cerveau. Ouf, fit Ivan Andreevitch, de grâce, poussez-vous. Je n'arrive décidément pas à comprendre ce qui vous possède. Allons, vous ne pouvez pas rester tranquille. Vous vous acharnez contre moi, jeune homme. Vous voulez me blesser, je le vois. Vous êtes vraisemblablement l'amant de cette dame. Taisez-vous. Je ne me tairai pas. Je ne me laisserai pas commander. Hein? Vous êtes sûrement l'amant. Si l'on nous découvre, je n'y suis pour rien. Je ne sais rien. Si vous ne vous taisez pas, dit le jeune homme en grinçant des dents, je dirai que c'est vous que j'ai pisté. Je dirai que vous êtes mon oncle qui se débauche et dissipe son bien. Comme ça, au moins, on ne croira pas que je suis l'amant de cette dame. Cher monsieur, vous vous moquez de moi, vous épuisez ma patience. Chut, ou je vais bien vous faire taire. Vous êtes mon malheur, dites-moi un peu ce que vous faites ici. Sans vous, je m'arrangerai bien pour partir jusqu'au matin, et puis je sortirai. Mais moi, je ne peux pas rester ici jusqu'au matin. Je suis un homme raisonnable. J'ai naturellement des relations. Qu'en pensez-vous? Va-t-il passer la nuit ici? Qui? Eh bien, ce vieil homme. Bien sûr qu'il va coucher ici.
Tous les maris ne sont pas comme vous, ils couchent aussi chez eux. Cher monsieur, s'écria Ivan Andreïevitch glacé d'effroi, soyez assuré que moi aussi je couche chez moi et que c'est la première fois. Réellement, chérie, ça chuchote. Mais non, c'est que la ouate est mal placée dans tes oreilles. Ah, à bon de ouate, sais-tu qu'à l'étage au-dessus, à l'étage au-dessus, et la quinte reprit. À l'étage au-dessus, murmura le jeune homme. Ah, nom d'un chien, mais je croyais que c'était ici le dernier étage. Ce n'est donc que le premier. Jeune homme, souffla Ivan Andreïevitch qui tressaillit, que dites-vous là? Au nom du ciel, pourquoi cela vous intéresse-t-il? Moi aussi, je croyais être au dernier étage. Grand Dieu, il y a donc encore un étage ici. Alors donc je crois une jolie personne, commença le vieillard. Quelle jolie personne, interrompit la femme. Tu sais bien, est-ce que je t'ai déjà dit que j'avais croisé une jolie dame dans l'escalier, ou bien j'oubliais? Tu sais que ma mémoire a des trous. C'est du millepertuis. Comment? Du millepertuis qu'il faut boire. On dit que ça fait du bien. Que ça fait du bien. Tu disais que tu avais rencontré aujourd'hui une jolie personne, demanda la femme. Hein? Tu as croisé une jolie femme? Qui ça? Toi? Quand? Ah oui, qu'est-ce que je disais? Oui, ça me revient. Une fameuse petite friponne, ses yeux malins qu'elle a. Et quelle friponne? Poursuivait le vieillard. Elle vient ici, chez des gens de sa connaissance, elle vous fait toujours des œillades, et chez ses connaissances, il vient aussi des connaissances. Fille, comme c'est ennuyeux, interrompit la femme. Je te demande un peu à quoi vas-tu t'intéresser? Bien, c'est bon, ne te fâche pas, chantonna le vieillard. C'est bon, n'en parlons plus si cela t'ennuie. On dirait que tu n'es pas de bonne humeur aujourd'hui. Quand donc a-t-il pu la croire? Murmurait le jeune homme, visiblement soucié à l'extrême. Elle m'attend peut-être en ce moment. Il faut absolument que je sorte d'ici. Elle? Qui? Elle? Grand Dieu, de qui parlez-vous, jeune homme? Vous pensez à l'étage au-dessus? Grand Dieu, de quoi suis-je ainsi châtié? Ivan Andreïevitch essaya de se retourner sur le dos en signe de désespoir. Et qu'est-ce que cela peut vous faire? Qui elle est? Ah, bon sang, advienne que pourra, je sors d'ici. Cher monsieur, que dites-vous là? Et moi, que deviendrai-je alors? Souffla Ivan Andreïevitch en s'agrippant dans un élan de désespoir au pan du frac de son voisin. Vous n'avez qu'à passer la nuit ici, et demain vous trouverez bien moyen de sortir. Personne ne vous remarquera. Du moment où il en sera sorti un, on ne pensera sûrement pas qu'il en est resté un deuxième. Pourquoi pas une douzaine? Vous en valez bien une douzaine à vous tout seul. Poussez-vous un peu, ou je sors.